Michel Lebris, un grand merci d'avoir accepté cet intuitu personné. On est ici en baie de Morlaix, précisément Plougasnou, plus précisément Térénès, avec Tilouzou derrière. On est chez vous. Là, on est vraiment chez moi. Mon petit royaume à moi, c'est d'ici, Térénès, donc qui est encore plus autrefois un petit village de marins pêcheurs, mais il y avait aussi des gens de la Royale, comme on disait, puis des marins de commerce. Le lieu de rendez-vous, par contre, n'existe plus, c'était le bistrot de Marguerite Bléas, là. Le temps que j'ai passé là à écouter leurs histoires absolument abracadabrantes, c'était de belles histoires. C'est là qu'on se forge aussi une certaine identité. Ma maison, elle est là-bas, au fond, entre Térénès et Saint-Samson, qui était plutôt un hameau de paysans. Et qui, bon, les gens se fréquentaient, c'est vrai, mais enfin, la notion de chemin de douanier, eh bien, il y avait juste 2 douaniers qui passaient. Il fallait faire attention de ne pas avoir, quand on descendait en vélo à toute vitesse, faire attention parce qu'il était souvent derrière un talus allongé là en train de dormir paisiblement avec les jambes qui barraient le sentier. Et puis voilà, mais alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que il y a quelque temps, j'ai repris tous mes bouquins, je me disais, mais au juste, où ai-je écrit les premières phrases des bouquins et je me suis aperçu que... Toujours ici. Toujours. De ma petite marche rituelle d'ici à Saint-Samson. Puis on dit Saint-Samson et pas Samson, quand les touristes disaient Samson, je dis mais de quoi ils parlent. C'est une prononciation anglaise. Alors on voit la permanence face, à travers les siècles parce que ce saint est arrivé de Grande-Bretagne. Et on a gardé la prononciation anglaise, ce qui est quand même assez étonnant à travers les siècles comme ça. Donc de Saint-Samson à ici. Alors les psychanalystes évidemment pourraient en tirer plein de choses, du fait que j'ai besoin du lieu de ma naissance pour l'amorce des livres. En fait, je crois que c'est le bruit de la mer tout simplement. Le fait que j'ai énormément rêvé quand j'étais gosse, parce que c'était très isolé à l'époque. Vous avez eu, Michel, une enfance solitaire. Très solitaire. Très oui. solitaire. Oui, oui. Rythmée par le bruit, vagues, au vent de la mer. Rythmé par le bruit de la mer, elle est calme là, mais l'hiver, bien sûr, les tempêtes de suroît, là, ça hurlait sacrément. Hein. La mer passait par-dessus le petit Murtin, les vagues passaient par-dessus, rentraient dans le jardin, et puis moi j'entendais ça, ce monstre là dehors qui hurlait comme ça. Monstre fascinant d'ailleurs, que vous dites souvent. Oui, ça me fascinait en même temps, parce qu'il y avait comme de la joie là-dedans, mais en même temps j'ai l'impression que la toiture allait s'envoler. Le matin, je courais à la pointe là-bas, on les voit d'ailleurs, les lames là-bas penchées comme ça. Je me blottissais contre ces lames de granit là et la mer cognait contre. Je les sentais qui vibraient comme ça. J'étais dans un état de surexcitation. Ma mère se disait que j'étais un peu dérangé. Elle se demandait si j'étais pas un peu dérangé. Et puis je disais surtout, il va lui arriver quelque chose un de ces jours. Mais ces bruits-là, je l'ai encore en moi, ce bruit. Parce que c'est toute la puissance de destruction du monde. Mais c'est toute la puissance de création du monde, la mer aussi. Et cette idée d'une puissance au cœur du monde qui est indifféremment créatrice, destructrice, je crois que c'est au cœur de tout ce que j'ai fait. Mais en même temps, bon, j'étais quand même le seul à l'école hanté par ces choses-là. Et ma délivrance, quelque part, ça a été la Bibliothèque verte, qui était une collection extraordinaire à l'époque. Il y a des générations de gosses qui ont découvert la grande littérature par la Bibliothèque verte. À partir de 10 ans, quand je me suis retrouvé en 6e en fait, et que le prof de français m'a ouvert sa bibliothèque, Stevenson, London, L'appel de la forêt, Conrad, c'était Typhon, Le nègre du Narcisse, Moby Dick de Melville, j'ai su tout de suite, je n'avais que 10 ans, mais j'ai su tout de suite que c'était mes auteurs. Et j'ai su tout de suite qu'ils parlaient de la mer là qui cognait.
c'est-à-dire de cette puissance-là. Chacun trouve un nom au mystère de cette puissance. Pour Melville, c'est Moby Dick, pour Conrad, c'est Au cœur des ténèbres, pour Jack London, c'est la figure du loup, mais c'est ce qu'il appelle the call of the wild, cette puissance au cœur du monde. Ça, c'est ce qui me hante encore aujourd'hui, et j'ai besoin, je crois que c'est ça, j'ai besoin de revenir ici, de retrouver mes rêves d'enfant, de réentendre ce que j'imaginais en écoutant la mer ici, pour trouver on dirait que c'est la mer qui porte les premières phrases. Vous savez, quand vous avez la première phrase d'un livre et la dernière, après vous mettez quelques pelletées d'histoire entre, mais c'est la musique de la première phrase, c'est sur la musique de la première phrase que tous les livres se jouent. Michel Lebris, je vous ai très souvent entendu dire l'inspiration vient aussi de la mer. Vous venez de décrire parfaitement cet univers, votre univers. Et vous avez souvent dit, lorsque l'on est enfant, lorsque l'on est adolescent ou même jeune adulte, la mer permet de regarder l'horizon et de s'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté. Vous imaginez bien que là, quand je me mettais là-bas à la pointe, il y avait les bateaux, c'était des petits cargos, hein, qui sortaient de la baie de Morlaix, là, comme ça, et puis qui disparaissaient derrière l'horizon. Et l'horizon, c'est la seule figuration ici-bas de l'infini, d'une certaine manière. Et forcément qu'on est appelé par ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. Et je m'étais dit, quand je serai grand, moi aussi, j'irai de l'autre côté pour voir ce qu'il y a. J'y suis allé, beaucoup en rêve aussi, parce que il y a eu deux choses, il y a eu ça, et puis il y avait dans le grenier de la maison là-bas des livres qu'avait laissé une vieille dame qui avait eu des malheurs de famille, disons, qui se retrouvait dans une toute petite maison pas loin, elle n'avait pas la place, et elle avait stocké là des livres, le Pays des chaumières, le journal des voyages avec des gravures du 19e, c'est absolument génial. Il y avait des explorateurs qui bouillaient dans une grande bassine comme ça, avec des noirs hilars tout autour, des Indiens épouvantables qui scalpaient les gens, des hardis piou-piou français qui agonisaient sur des pieux effilés plantés par de sournois anamites, parce que dans ces revues-là, tous les anamites étaient sournois, et puis, ou alors des explorateurs étouffés par des bois constrictors, vous savez, les gravures de la fin du 19e, puis je disais à ma mère, « Oh, moi aussi, je vais être explorateur plus tard !» Je me dis, mais il est fou. Ben, vous voyez, ça m'a sacrément marqué. Il va pas bien. Il va pas bien non il plus. Va pas bien. Oui. Mignon. Mignon, oui. Voilà, on a des drôles de rêves quand on est gosse quand même. N'empêche que ça vous marque. Vous avez eu la gentillesse, comme l'ensemble des invités, de nous ouvrir aussi vos photos. On va en regarder 4. La première, Michel Lebris, évidemment, il y a un personnage central sur cette photo. Oui, oui. Votre maman, racontez-nous, parce que votre maman est une femme extrêmement méritante, qui s'est occupée aussi de votre grand-mère, invalide de guerre. Elle a eu sa vie détruite à l'âge de 10 ans, en rentrant de l'école. Son rêve, c'était d'être institutrice. Et en rentrant à l'école, elle avait 10 ans. Quand je regarde ma fille Mélanie, quand elle avait 10 ans, je me dis, mais ma mère avait cet âge-là, quand en rentrant, elle a trouvé ma grand-mère, qui était veuve de guerre. Étendue, paralysée, dans le jardin. Elle a dû réussir à la hisser sur une brouette pour la ramener sur un lit. Elle était atteinte de paralysie déformante, donc toute mon enfance, j'entendais les gémissements la nuit, parce que ses os se tordaient comme ça. Et à 10 ans, ma mère a dû chercher du travail. Et en plus, donc, je passe sur les détails, mais enfin, donc elle a été ce qu'on appelle fille-mère à l'époque, et je vous assure que fille-mère, dans un milieu très traditionnaliste comme ça, il ne faut pas trop me chanter la musique des communautés paysannes bienheureuses, où tous communient dans l'allégresse commune. Non, non. C'est aussi les lieux aussi où chacun est sous le regard des autres et sous les préjugés des autres, quoi. J'étais sa revanche sur l'existence quelque part. Alors, elle ne m'a jamais dit quoi que ce soit à ce niveau-là, mais
si j'ai été premier en tout à l'école, c'est parce que j'avais l'impression que je serais un criminel si je ne répondais pas à son rêve, à son attente, quoi. Il a eu une vie extrêmement dure. Je pense souvent à elle parce que vraiment c'est injuste. Et il ne se plaignait jamais. Et on était extrêmement pauvres, vous pouvez imaginer. Et elle a su transformer cette maison là aussi quand même en une sorte de petit paradis parce qu'elle avait une immense bonté en elle. Et voilà. Vraiment hommage à votre moment. Vous l'avez dit, il fallait être quasiment premier en tout. Les études, c'était quelque chose de primordial. Pour elle, elle rêvait d'une réussite sociale extraordinaire, etc. Donc voilà, et la photo que vous montrez là, c'était un moment de grand bonheur pour elle parce que donc j'avais 14 ans, j'étais au cours complémentaire de Plougasnou et un peu bête curieuse, faut dire pour les autres, mais donc j'ai été reçu au certificat d'études, au BEPC. Puis il y a quelqu'un qui a particulièrement premier, on va le voir d'ailleurs sur un papier. Et on m'avait fait, alors normalement il y avait une année de préparation à l'école normale d'instituteur, mais on a dit c'est pas la peine de faire. Donc j'avais passé aussi le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur, j'avais été reçu premier aussi. Et cette photo, c'est un journaliste du Télégramme, et j'ai retrouvé dans une boîte de biscuits Playbin quand ma mère est morte, j'ai retrouvé cet article, oui, voilà, révélation au concours d'entrée aux écoles normales, etc. Elle avait découpé ça. Le plus jeune ami de France, dans le Finistère, le major n'a que 14 ans, et le major, c'était Michel de Bris. Voilà, oui. Et elle avait découpé ça, elle avait gardé ça, ça m'a... Voilà, quand j'ai retrouvé ces papiers, pour elle c'était... la fierté. Ah oui, elle était folle de joie. Et il y a une deuxième personne qui a été folle de joie aussi, mais pas loin derrière. C'est pas votre enseignant de 6e, Monsieur Repars? Non, ça c'est... il y a eu deux personnes qui ont vraiment compté là. C'est cet instituteur, Monsieur Rospard, que j'ai perdu de vue après, qui est en 6e. Je venais d'avoir eu le droit d'acheter un livre. On avait pris le car Méraire pour aller à Morlaix, la librairie Rioux-Kernet qui n'existe plus, mais je m'en souviens à cause de ça. C'est le premier livre que je pouvais m'acheter, et ça avait été dans la collection Rouge et Or, La guerre du feu de Rosny Aîné. Les Oulram fuyaient dans la nuit épouvantable, tout leur était vain devant la calamité suprême, le feu était mort. Waouh, ça démarrait, c'était un roman, comme on disait, des âges farouches, au temps préhistorique. Enthousiasmé par ce bouquin, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait comme sujet de rédaction, mais alors j'ai dû remplir un cahier à peu près, et donc lui, il dit, mais qu'est-ce qui te prend là d'un coup? Je lui raconte. Et là, ce truc qui est quand même étonnant, c'est des trucs miraculeux, ça, qui me dit, écoute, moi je donne des sujets, mais si tu as envie de raconter d'autres histoires, tu fais ce que tu veux. Hein. J'ai eu sujet libre, j'ai écrit une nouvelle toutes les semaines, de la 6e à la 3e. Puis il m'a dit, mais tu as des livres à la maison? Donc je lui ai dit, il y a Madame Croissant qui nous a laissé quelques livres là. Il me dit, mais écoute, moi, tu prends les livres que tu viens chez moi, tu prends les livres que tu veux. Hein. Et c'est comme ça que j'ai lu La condition humaine à l'âge de 10 ans. Je me rappelle le directeur, M. Harzik, qui arrive à l'école, qui me trouve, j'étais pas en récréation. C'est pas courant de lire du Zola à cet âge-là. Donc j'étais resté dans la salle, j'étais en train de lire, et il me dit, qu'est-ce que tu lis? Parce qu'il devait penser que j'étais en train de lire des trucs pas catholiques. Puis il regarde, il y a condition humaine, ça va pas, non? Il appelle donc Monsieur Rospard, qui dit, non mais attends, là, qu'est-ce que c'est que tu lui fais lire? Je lui dis, mais écoute, moi, j'en sais rien, hein, c'est qu'il y comprend. Mais s'il continue à le lire, c'est qu'il y comprend quelque chose, voilà. Il m'a laissé cette totale liberté de tout lire dans le désordre comme ça. Ça m'a rendu irrécupérable pour les profs de français après, mais ça a été une liberté formidable. Et puis, il y avait une deuxième personne qui était le père de mes copains dont j'attendais les 5 frères. Père un peu érudit. Ah mais il était prof à Normal Sup. Bah oui. J'étais mis en tête de me faire apprendre le grec et le latin pendant l'été. Alors que mes copains étaient là en train de hurler sous le balcon. Mais bon sang, t'arrives, le bateau il va être à sec. Ils soupiraient, je crois qu'il n'y arriverait jamais. Mais... Et puis, il suivait ce que je faisais.
Et il a eu cette réaction quand même qui a décidé de ma vie d'une certaine manière, c'est qu'apprenant que j'avais passé le concours d'entrée à l'école normale, c'était pas encore le temps des vacances. Il est venu, il a pris le train, il est arrivé là pour dire à ma mère, écoute Marie, c'est pas possible, tu peux pas le faire entrer à l'école normale d'instituteur. À l'époque, les cours complémentaires ne permettaient pas de rentrer au lycée, ça se terminait à la 3e comme ça. Il m'a dit non mais ça c'est pas un problème, moi je prends ces cahiers, je vais voir le proviseur du lycée Hoche à Versailles que je connais bien, je le ferai rentrer au lycée. Et donc grâce à lui, j'ai intégré le lycée Hoche à Versailles. Alors, lycée Hoche à Versailles, il y a également Louis le Grand. Oui. Et puis alors, un peu plus tard, vous allez complètement partir dans le marketing et puis prépa HEC. Et vous êtes diplômé d'HEC, Je vraiment. suis diplômé d'HEC, Bah, oui, le oui. Graal quand même. Oh bah, quand on était en prépa à Louis le Grand, d'office on était, vous savez, il faut des mentions très bien pour rentrer en prépa à Louis le Grand. Et chaque classe de 40 élèves, disons, avait 35 reçus, quoi. C'était la voie royale pour intégrer. J'étais la première promo qui intégrait le campus à l'américaine à Jouy-en-Josas. Oui. Et j'ai retrouvé, ils y sont toujours. alors j'ai retrouvé un ancien d'HEC, un peu inattendu aussi. J'étais invité au festival Lumière à Lyon par Bertrand Tavernier et je tombe sur Jean-François Stévenin, l'acteur. Oui, On oui, se regarde et oui. il dit mais attends, tu étais HEC 67 ? Ben oui, et donc Copain de promo. on a passé notre temps à évoquer parce que lui non plus n'a pas fait carrière dans le marketing, c'est le moins qu'on puisse dire. Non mais c'était, moi je faisais philo, j'étais en classe de philo pour le bac et ce sont les patrons de ma mère chez lesquels il travaillait, qui était aussi le châtelain qui possédait le château du Cosquer ici. Et elle les avait suivis, ils avaient un haras près de Rambouillet. Elle travaillait chez eux. C'est comme ça que vous avez migré vers, Elle vers avait, les Yvelines. comme j'étais à Versailles pensionnaire et que ma grand-mère est morte juste à ce moment-là, ma mère donc les a suivis près de Rambouillet, au Perret en Yvelines, enfin au Bréviaire près du Perret en Yvelines, où je la retrouvais chaque week-end. Et ce sont eux qui ont mis dans la tête de ma mère que de faire philo, je serais prof de philo, c'est tout. Et puis mes copains là d'été étaient aussi à la Sorbonne et les aînés étaient réputés mener une vie de patachon à l'époque. Et tu sais, Marie, il ne faut pas que, etc. Il faudrait qu'il ait un métier sérieux. Et ce sont eux qui lui ont mis dans la tête qu'il fallait que je présente le concours d'entrée à HEC. Sauf que pour entrer en prépa, il fallait avoir fait Mathélem, ce qui fait que je dois être un des rares à avoir et le bac philo et le bac Mathélem, voilà. Nos questions signatures, vos questions signatures, la première, à propos, tenez. À propos, justement, Michel Lebris, quelle est votre devise ou expression préférée? Je n'ai pas de devise. Par contre, il y a une phrase que j'aurais voulu mettre en exergue de Comte d'ailleurs, mais que je ne la retrouvais pas à l'époque et je l'ai retrouvée depuis. C'est un philosophe allemand qui s'appelait Jacob Böhme qui dit ceci: le mystère ultime du monde réside dans la coïncidence-opposition, l'énigmatique unité de deux termes contradictoires. Donc la coïncidence-opposition de l'être sombre dans le mystère de sa fureur, je vous parlais de la mer là, c'est ça, et de l'être de lumière porté par le Verbe. C'est l'œuvre d'art que vous en tirez, je trouve que c'est une belle pensée. Confiez-nous à présent. Michel Lebris, quelle est la plus belle rencontre de votre vie? Eliane. Vraiment, je veux dire, écoutez, c'est une histoire qui dure depuis longtemps, mais vraiment, c'est, je crois, la chance de ma vie de l'avoir rencontrée. Je n'ai jamais dit d'ailleurs comme ça non plus, parce que vous savez, le breton est quand même à l'écorce rugueuse. Et quand j'étais petit, les femmes en noir, je disais, c'est pas des choses qu'on dit ça.
Mais bon, c'est comme ça, j'ai l'occasion de le dire une fois. Marié à l'église de Plouganou en ayant... Non, non, pas à l'église, à la mairie À la d'ailleurs. mairie, Oui, oui. mairie de Plouganou, Oui. en ayant pratiquement oublié le Ah, mariage. oui. Tout d'un coup, Eliane pousse un cri, on était à la plage, mais c'est pas aujourd'hui qu'on se marie, au long d'une pique. Donc on remonte en courant. Dans l'énervement, elle craque sa fermeture éclair, on trouve une grosse épingle comme ça. Donc elle a l'air très pénétrée sur les photos du mariage, c'est parce que justement, elle se demande si sa robe ne va pas tomber en réalité. Donc c'était un peu bricolo, mais vous voyez, ça n'empêche pas qu'on est toujours là, ensemble. Dernière question, je vais vous demander de faire un rêve, Michel Lebris. Michel Lebris, Michel, avec qui aimeriez-vous conclure ici à Térénès cet entretien? Mon Dieu. Avec qui? Ah, si, j'aurais aimé être soit avec Jacques Lacarrière, soit avec Nicolas Bouvier, soit avec Gilles Lapouge, parce que ce sont vraiment les trois grands amis qui ont accompagné toute l'histoire du festival. Et c'est une belle histoire aussi d'amitié qui m'a porté pendant toutes ces années. Et je ne me suis jamais vraiment consolé de la mort de Nicolas et de Jacques, et ils sont toujours présents, et je pense aussi pour les gens qui viennent, ils sont toujours présents à Saint-Malo pendant le festival. Vous avez vu qu'au même moment, le soleil est arrivé? Le soleil arrive, oui. Au Voilà. même moment. Je vais vous laisser dater, mettre le lieu, et puis nous écrire, Michel Lebris. On est le combien au juste? Tournée aujourd'hui le 24 octobre 2017. Ici à Térénès, nous sommes en baie de Morlaix. Musique de jazz derrière, pendant que vous allez écrire. Allez, dites-nous un morceau. East Saint-Louis Toddle O, version chorale 1927, de Duke Ellington avec Bubba Miley, Johnny Hodges et Tricky Sam Nanton au trombone. Voilà. Eh bien, ça va accompagner cette signature, Michel. Alors. « 24 octobre 2017, Térénès. Je vous cite, Michel, « Si je devais résumer toute cette histoire, elle se résumerait à ceci, : nous sommes tous plus grands que nous. » Michel Lebris. Michel, ça a été un honneur, une rencontre comme on en a déjà eu des dizaines, mais aujourd'hui qui pour moi avait une saveur particulière. Jamais je n'aurais pensé tourner dans cet univers qui est aussi celui de mon enfance, une émission de télé pour vos chaînes en région, TVR, TBO et TV Sud, ici à Térénès. Merci. Merci. Merci à vous, merci à toi. Parce que, bon, voilà, moi non plus, je n'y aurais pas pensé. Et tu sais comment ce lieu est pour moi essentiel. Donc merci vraiment pour ce moment. Merci le bateau, les moussettes et tout ceci ici en baie de Morlaix. Merci à Dominique Jamoteau, Eva Philippe Petit, Emmanuel Loiseau pour avoir signé ce moment de votre intuitu personnel, Michel Lebris. Merci encore. Merci.